Time Foot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Et bonsoir à tous, début de semaine oblige avec le retour des informés d'Azid Farkan, 19h-20h. Mais ce soir, c'est nous, c'est Time Foot spécial Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, on approche de cette fameuse finale de cette Coupe d'Afrique, édition 2022 du côté du Cameroun. Au menu de cette émission, on reviendra sur l'Égypte qui fait déjouer le Maroc et aussi le Sénégal qui monte entre autres en puissance, des surprises aussi en Coupe de France. On va en parler. En plus, il est avec nous ce soir. On en avait parlé avec lui. C'était Yacine qui nous avait dit, chers auditrices et auditeurs, que Versailles se qualifierait. Eh ben voilà, Yacine, il a toujours raison, encore une fois, après Benzema ou après même Didier Deschamps, oui. Hervé sera aussi avec nous. On verra aussi le dernier jour, c'est aujourd'hui, le 31 janvier 2022, dernier jour du Mercato estival. N'oubliez pas le numéro du standard pour réagir avec toute l'équipe de Time Foot au 01 53 48 3000. Allez, c'est parti avec le JT Sport de Jason, on y va. On démarre les infos du lundi par l'Open d'Australie et la super victoire de Rafael Nadal en finale face à Daniil Medvedev dimanche. Après un match d'anthologie d'une durée de 5h24, l'Espagnol arrache la victoire en 5-7 et s'offre le record de 21 titres en Grand Chelem. Chez les femmes, samedi, c'est l'Australienne Ashley Barty qui l'a emporté lors de la finale face à Danielle Collins en 2-7. Il s'agit du 3e titre du Grand Chelem dans la carrière de la joueuse de 25 ans qui aura donc brillé devant son public. Toujours l'Open d'Australie en double cette fois chez les hommes. Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis remportent leur finale 100% australienne en 2-7 face au duo Ebden et Purcell. Et chez les femmes, ce sont les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova qui battent le duo brésilo-kazakh Maya et Danilina en 3-7. On termine avec du football rapidement. Sergio Ramos, victime d'une douleur musculaire à l'entraînement vendredi, sera forfait ce soir face à Nice en Coupe de France et pourrait également manquer la double confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions prévue dans 3 semaines. Voilà, c'est tout pour ce soir. On vous souhaite une bonne émission avec Bilal et toute l'équipe Time Sport. Oui. Et voilà, ce soir, on est toujours en live jusqu'à 21h. Et avec moi ce soir, on aura Juan Trocé. Comment ça va, Juan Trocé? Hola, buenas tardes a todos. J'étais juste en train de regarder les dernières infos du Mercato, puisque nous allons parler du Mercato. Eh oui, c'est ça, dans cette émission. 23h59. Eh oui, Juan Trocé, qui va signer où? Kylian Mbappé nous l'annonce du côté du Real Madrid. On reviendra avec Hervé, c'est promis. Bonsoir Hervé. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. J'aimerais commencer cette émission avec une citation de Marca qui dit « Quand on te dira que c'est impossible, souviens-toi de Rafael Nadal ». C'est un bel hommage du quotidien Marca à un immense champion qui est Rafael Nadal. Allez, la passe D directement à Louis-Marie qui est avec nous ce soir, 21e Grand Chelem. Bonjour à tous et merci Hervé de parler de tennis, c'est tellement rare. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un très grand week-end pour le tennis, même si j'étais plutôt pour Medvedev. Mais en tout cas, la victoire de Rafa, c'est un très 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 grand moment de sport. Mais aujourd'hui, on va parler football. Et moi, je pense que ce mercato est en train de rabattre les cartes un petit peu en Ligue 1. Ah oui, quand même. Yazid, il est là avec nous. Bonsoir Yazid. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les auditeurs. Bonsoir à ma maman et à toutes les mamans du monde, j'ai envie de dire. Ah ouais, les mamans, c'est très important. Une fidèle auditrice, la maman de Yazid, voilà. Ainsi que toutes les mamans. Voilà. Avec des gros bisous à la maman de Yazid et aussi à toutes les mamans. Et on est avec Yacine. Et oui, Yacine, tu rejoins Yazid sur ça. Qu'est-ce que serait un média sans ses fidèles lecteurs ou auditeurs? Moi, je vais faire un backup à quelqu'un qui écoute régulièrement Beurre-FM, à 2 personnes, que ce sont Salem et Abdelhamid, qui je trouve d'ailleurs au bord d'un stade en attendant leurs enfants de finir les entraînements. C'est comme oui, il y en a beaucoup de parents qui attendent leurs enfants au bord de stade, au bord du terrain plutôt. Je voudrais bien passer un grand bonjour à un très très bon ami à moi. Alors à qui est convalescent en ce moment et qui connaît bien Zinedine Zidane. Lui il s'appelle Zinedine. Voilà. Ah ben Zinedine Zidane. Voilà, il connaît très bien Zinedine Zidane. Et lui-même il s'appelle Zinedine. On ne sait pas où il est en tout cas, Zinedine Zidane. On l'apercevait dans les rues de Paris, maintenant on ne sait plus où l'apercevoir. Zidane, il profite de sa vie. On va voir. On a la page Mercato en cette fin d'émission. Finir sa mission en équipe de France pour reprendre. On verra bien. C'était prévu comme ça. Yacine et les auditeurs de Beurre FM, on va revenir sur ce mercato hivernal plutôt avec Juan Trocé, mais aussi on accueillera Alioum Saïdou, ancien international camerounais, voilà, qui sera avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Le premier sujet de cette émission, on y va. Time Sport. Le sujet des sociaux. Ouais, là aussi, que s'est-il passé justement? Égypte est face aux Lions de l'Atlas. Eh oui, les Marocains, c'est pas passé sans Ziyech. C'est pas sans Ziyech. Les Égyptiens
était peut-être meilleur. Les Marocains n'ont absolument rien fait pour gagner, alors qu'ils avaient toutes les cartes en main. Et Vahid Halilovic a montré toutes ses limites dans la gestion d'un groupe. Hein. Et en fin de compte, je pense qu'il a bénéficié après son 8e de finale avec l'Algérie, il a bénéficié de beaucoup de on va dire, de publicité. Mais les gens qui ont suivi son cursus et qui connaissent très bien les rouages du football savent que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de mener. C'est pas un vrai meneur d'hommes. Ah ouais. Selon toi. Oui, quand on a une équipe comme celle du Maroc, l'Égypte en face, c'était pas un foudre de guerre. Il y avait certes en face Mohamed Salah, et c'est lui qui a fait basculer le match. Non, mais ça. Marocain, il avait la place. Et Yacine n'a pas tort. Moi, je me souviens avoir été à cette position pour débriefer le match Nigeria contre Maroc. On m'expliquait que le Maroc avait fait une prestation extraordinaire. Tunisie, pardon. Je sais plus qui est sorti, mais le Maroc avec des prestations extraordinaires. C'était solide, que Vahid c'était formidable. On sait toujours que les équipes de Vahid, tant que ça gagne, on le critique pas, mais ça produit pas beaucoup de jeux. Et le moment où ça doit gagner, où ça doit produire du jeu, c'est limité. Non, mais lui-même, il a commis une grave bêtise. Car je suis pas là pour défendre ni Ziyech ni Mezraoui. Mezraoui, quand même, qui reste un des meilleurs latéraux, je peux dire le top 10 en Europe. Et Ziyech n'est plus à présenter. Il faut le rappeler que Mezraoui et Ziyech sont marocains. La sélection des Lions d'Atlas appartiennent à ce joueur-là. Lui, il est là. Il touche un salaire d'environ 90 000 euros net au Maroc. Je pense que. Mais c'est son mode de fonctionnement. Pour moi, je reprocherais au président de la fédération marocaine qui a soutenu contre Von Zemaré. Mais personnellement, depuis qu'il est à la tête des Lions de l'Atlas, il a absolument rien prouvé. Alors, on en a déjà parlé de Vahid, quart de finale. C'était la limite. C'était la limite parce que. On en parle, c'est un type extraordinaire d'après ce que j'en entends, mais au niveau de l'entraînement, c'est militaire, c'est forcé, il y a pas de plaisir. Donc à un moment, tout va bien, tu rigoles, et puis quand arrivent les tours les plus importants, les derniers tours, on commence un peu plus à paniquer, mais c'est normal, c'est trop militaire. Ça a marché, ça peut marcher sur un certain temps, mais à un moment, comme on dit, tu peux pas forcer le cerveau. À un moment, le cerveau il revient. Tu vois, il faut plus les emmener. Forcément. Mais un grain de sable, ça peut être cette belle victoire qu'il y a eu avant. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est grave, c'est qu'on lui fait passer tout. Et le président de la fédération marocaine, Mezraoui, a été écarté parce qu'il n'a pas voulu boire. Et alors, il voulait l'obliger à boire, mais c'est juste un. Non, mais après, c'est le mode de fonctionnement de Vahid. Quand il arrive dans un groupe, dans un club, dans une équipe, de taper du poing sur la table, il assoit son autorité en sortant. Un ou deux joueurs, mais c'est la façon dont il le fait. Les Africains du Nord, non, mais ça ne marche jamais. Ça, je ne te dis pas. C'est juste que c'est le mode de fonctionnement de Vahid depuis 20 ans. Il arrive il se positionne dans un groupe en se montrant plus fort que les stars, en écartant souvent une ou deux. Il veut toujours avoir s'accaparer tout, comme il a fait en Algérie. Il a commencé à faire du boulot, certes. Mais quand on connaît les coulisses. Attention, c'est avec l'équipe qu'on avait en 2014, c'est peut-être qu'on a eu un autre. Tu l'as aimé en 2014? Je l'ai jamais aimé, moi. Arrête, personne lui. Coach, non, je suis désolé. Tu l'as pas aimé? Et pour moi, il est très limité. C'est un entraîneur. Il est à l'ancienne. De la vieille école. Et absolument, quand je vois cette équipe marocaine avec tout le potentiel qu'il y a, quand t'as le gardien de but Bono. Bono dans les pas du tout. Quand t'as Saïs, quand t'as Aguerd, quand t'as Hakimi sur le côté, et Nassiri à l'attaque. Nassiri est meilleur buteur du championnat de la Liga espagnole. Il se retrouve perdu complètement dans un schéma tactique. On a l'impression que il ne sait pas faire jouer. Il ne sait pas créer du jeu. Il sait créer du jeu. Exactement. Ça c'est le mari qui défendre, c'est ce qu'il aurait dû faire hier contre l'Égypte. Il n'a jamais créé de contre CRV sur le Maroc. Pour revenir plus à la performance, au match d'hier. C'est un match qui était assez équilibré, un match assez indécis où chaque équipe a eu un peu sa période, où chaque équipe a eu un peu son temps fort. Après, est-ce que l'élimination du Maroc est vraiment une surprise lorsque l'on sait qu'ils ont quand même bataillé en 8e de finale pour battre le Malawi?
Le Maroc a été solide sans avoir été brillant en phase de poule. C'était solide, c'était cohérent. Mais après, c'est pas l'équipe qui nous a fait la plus forte impression. L'Égypte non plus. Non, mais l'Égypte non plus. On l'a pas dit, mais le match a été très médiocre. C'était très haché. Selon toi, Marie. Moi, j'ai vu les 2 matchs qu'on a vus. J'ai vu 2 équipes médiocres, un match moyen dont on avait facilement envie sur lequel on avait facilement envie de zapper. C'était Maroc-Égypte. Alors que moi, je commence à voir quelque chose de très intéressant du côté du Sénégal, mais on en parlera tout à l'heure. Je trouve que c'était pas du tout le même niveau. On va en parler même avec l'invité. Absolument, mais il ne faut pas parler du Sénégal qui renferme de très grands joueurs. Il faut parler de la Guinée équatoriale qui a montré un visage séduisant. Bien sûr, non, mais le match était beaucoup plus intéressant. Donc, Égypte-Maroc. Le Maroc, quand même. Donc, c'est vrai que sur le papier, je suis d'accord avec Hervé. C'était un match équilibré. Vous regardez les statistiques, c'est vraiment équilibré. Peut-être dans la médiocrité, je suis d'accord avec toi. Ça se joue aux prolongations, de toute façon. Là, il y a des reproches à faire au Maroc, et pas qu'à son entraîneur, mais aussi à ses joueurs. C'est qu'une équipe qui mène au bout de 7 minutes ne peut pas se laisser rejoindre comme ça après la mi-temps et dans les prolongations se faire battre. Peut-être que cette équipe marocaine ne s'est pas menée au score aussi. Oui, mais on est en quart de finale. On est en quart de finale et on prétend être dans le mondial. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Donc c'est là où j'ai du mal à comprendre cette équipe marocaine parce que elle menait au bout des 7 minutes. Et au bout de 7 minutes, ils sont voir le match en face. Réorganiser tactiquement si tu veux. Mais il faut voir les moyens rejoindre dans un match médiocre. Intéressant, Yassine. Il faut se revenir aux moyens qui sont mis à la disposition de Vahid Halilovic, le coach de cette sélection marocaine. Ils lui ont tout, ils ont mis tout à sa disposition pour former une grande équipe et pour enfin peut-être gagner cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Au Cameroun. Et là, quand on voit la qualité de jeu, je reste. On est d'accord que. Alors, Louis Marie, il est d'accord avec toi. Le Maroc n'a pas été bon durant toute la compétition. Ils ont fait une compétition médiocre du début jusqu'à la fin. Encore une fois, depuis le début, ils sont sauvés par Hakimi plusieurs fois. Mais il n'y a pas de fond de jeu efficace dans cette équipe. On le voit depuis le début. Sofiane Bouffal, on voit qu'il n'est pas mis en confiance par son coach, alors que ça doit être le dépositaire du jeu en l'absence des joueurs que tu as cités, qui sont en théorie effectivement des joueurs un peu plus créatifs. Il a fait confiance à Bouffal. Mais pas vraiment. Il l'a fait jouer à la confiance peut-être. On peut en parler avec Yazid. Puis après il l'a fait jouer. Il lui a pas donné les clés. Bouffal, c'est pas Ziyech. Bien sûr que c'est pas Ziyech, mais en même temps c'était ton joueur le plus créatif qu'il y avait dans ton équipe aujourd'hui. J'ai vu une vidéo où il était en train avec Hakimi, ils étaient en train de déconner avec lui. L'impression que c'est un peu son chouchou. Je pense qu'il y a eu des coulisses. Je pense qu'il y a dans le groupe Maroc, il y avait beaucoup de joueurs qui ne voulaient pas que Ziyech soit là. Donc, parce qu'il faut savoir qu'entre tu fais une fixation sur Ziyech. Les Marocains qui sont nés en Hollande et les Marocains qui sont bien sûr, non mais là tu déplaces un peu le problème. C'est de la géopolitique là. Vrai problème. Merci, arrête un peu. Sans doute. Non, mais on est là. Bien sûr. Mais je suis là donne aussi pour les auditeurs et les auditrices. Je te dis ce qui se passe au niveau des coulisses de la sélection marocaine. Quand je parle, il faut écouter. On écoute tous. Très important. On écoute tous. Voilà, comme d'habitude. Il ne faut pas dire que ça, c'est le vrai problème. Selon toi. Le vrai problème. Selon toi, Yassine. Qui a empoisonné la sélection marocaine. Ok. C'est ça le problème. Pour toi, c'est ça. Je ne sais pas si c'est le vrai problème, mais il y a quand même, hier soir, on a eu une grosse différence entre le Maroc et l'Égypte, et ça s'appelle Mohamed Salah. Tu as une star qui a pris l'équipe en main à un moment donné, qui a fait l'égalisation et qui a mené cette équipe vers la victoire aussi. Dans un match médiocre, si tu veux. Mais il y avait quand même Salah qui a pris la responsabilité en quelque sorte de son rôle. Boula est d'accord avec toi. Il nous écoute ce soir. On a l'impression, franchement, j'ai l'impression que c'est une défense de DHR. De laisser Mohamed Salah. Tu respectes quand même le football amateur. Voilà, tu laisses un joueur comme Salah sur marquage. Ça, c'est vrai que c'est étonnant. Tu vois sur l'accélération qui est faite, le joueur, c'est Nani qui a marqué, c'est ça? Le deuxième but? C'est Mohamed Trezeguet. C'est Trezeguet. Mohamed Trezeguet. Yacine. Il était tout seul. Ok. Tout seul. Non, mais ça, c'est vrai. C'est quand même quelque chose de surprenant de voir une équipe de oui, le Marais. On passe à le Marais. C'est surprenant de voir une équipe de Vahid Halilovic parce que autant, moi je suis d'accord pour le critiquer, pour dire qu'il ne sait pas créer de jeu, que c'est pas son style de jeu, autant d'habitude, ces équipes sont solides, bien organisées défensivement. Et là, c'est vrai que sur les deux buts, on peut s'interroger collectivement plus que sur des erreurs individuelles.
Ouais. Un truc, excuse-moi. On écoute. Je suis pas le plus grand fan de Vahid Halilovic, mais quand j'entends Yacine démonter Vahid en disant que oui, que le Maroc sous Vahid c'est nul. Aujourd'hui, quand je regarde la plupart des ténors africains, il y a très peu de fond de jeu, il y a très peu d'ambition dans le jeu. L'Algérie, avec Belmadi, c'est... Là, on parle pas de l'Algérie. Ouais, mais laisse-le terminer. Yacine, est-ce que je peux finir? Laisse-le terminer, Yacine, laisse-le terminer, s'il te plaît. Laisse-le terminer. Tu le laisses terminer. Est-ce que je peux finir? S'il le pense, il a le droit de le dire. Est-ce que je peux finir? Vas-y, tu peux finir. Je t'en prie. L'Algérie, c'était pas brillant. La Tunisie, on en avait parlé avec Lumari sur ce plateau-là, c'était pas très reluisant. Aussi, il y a je m'en souviens. D'équipes africaines qui avaient un jeu minimaliste. Voilà, il y avait plus de combativité que de créativité, il y avait plus de solidarité que de talent, ça se jouait un peu. C'était un peu des matchs de chiffonnier. Samir en parlait aussi. Comment l'Égypte s'en sort? L'Égypte qui est quand même une nation africaine qui a une grande réserve, malgré tout, de joueurs qui jouent dans un championnat puissant. Bref, une équipe qui a une histoire, et pourtant, ils s'en sont remis à quoi? Au talent individuel d'une star. C'est un peu l'histoire de cette compétition. Les petites équipes jouent collectivement. Quand on gagne 5, ils ont gagné 7 cannes. Non, mais les 7 cannes qu'ils ont gagnées, je pense que ils ont gagné dans les coulisses. Je suis pas là pour parler de ça. Non, mais ils ont aucune réserve de joueurs. Tu vas pas nous... À chaque fois, c'est comme ça, Yacine. Sur l'Égypte pour Hervé. L'Algérie, en étant en point 0, elle a été au-dessus de toutes les nations africaines. Ok, bien sûr. On était en point 0. Bien sûr. Il fait une comparaison. Au mois de mars, bien sûr. Quand on va revenir, on va écraser tout le monde. Bien sûr. Ils vont même gagner la Coupe. On va aller en on verra bien. Ça te plaise voilà. ça te déplaise. Ah ben ça le déplaît ou ça peut-être ça lui plaît. Peut-être non, mais j'ai pas l'impression. Ouais. Parce que j'ai Mais Yacine, attends. Cette sélection algérienne. Yacine, il montre du doigt. Yacine, très content d'avoir une équipe de ce niveau-là. Yacine, on a tous très important. Yacine, encore une fois, tu vas voir la compétition à dire que l'Algérie était une très belle équipe. Il faut quand même. C'est toujours une très belle équipe. Bien sûr. Ah ben mais il a pas dit le contraire. C'est ce que je suis en train de dire. Mais je dis pas le contraire. C'est une superbe équipe. Elle a malheureusement raté sa compétition. Ça arrive et même les grandes équipes. Mais merci. C'est ce que je suis en train de dire. Et ça ne veut pas dire en ratant sa compétition, elle est au-dessus de toutes les équipes africaines. Sans exception. Maintenant, il y a des auditeurs, même de l'univers même. J'aimerais te dire que des fois, ils ne seraient pas d'accord avec toi, et même contre le fait de jeu de cette sélection algérienne. Quand je parle, je cherche pas que les gens soient d'accord avec moi. Il faut que tu acceptes. Merci Yacine, il faut que tu l'acceptes aussi. Allez, une courte pause et on revient. On va revenir sur le Sénégal avec l'invité Alioum Saïdou. Time Foot revient dans un instant. 20h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en live jusqu'à 21h, toujours en compagnie de Yacine, oui, notre consultant, n'est-ce pas, avec Louis-Marie qui est là aussi. En tout cas, Yacine est là, ça on en est bien. On me le dit sur les réseaux sociaux. Exactement. Yacine, on l'a oublié Yacine. Yacine, non, on aimerait l'entendre aussi. Juan Trossé. Il écoute, faut pas trop écouter Yacine, hein, moi je te le dis. Surtout. Il y a Hervé aussi qui est là. Hervé, on verra bien le mois de mars. Yacine nous prédit. Ah ben nous on l'espère. Mais c'est vraiment. On l'espère. Mais les grandes équipes, c'est pas dans les matchs amicaux qu'on les attend. C'est dans les grandes compétitions. Donc moi j'attends l'Algérie en quart de finale minimum de Coupe du Monde. L'Algérie, il est le dernier champion d'Afrique en titre avec l'art et la manière. Je te dis pas le contraire. Je te le rappelle. Je te dis juste que moi, cette année, pour l'instant, ils m'ont déçu. Je les attends la Coupe du Monde. Quand tu joues sur des terrains, j'espère qu'ils seront en quart. Quand tu joues sur des champs de patates, tu penses produire du spectacle. Allez, Yacine, quand même. Ils ont tous joué sur des champs de patates. Ils n'ont pas tous joué sur des champs de patates. Quand même, Yacine. C'est une mauvaise foi. Quand même. Le stade de Japouma est le seul champ de patates. Yacine, quand même, il faut écouter. Allez, en tout cas, on a Giovanni qui est d'accord avec toi. Il met une pièce aussi dessus. On va s'attarder sur l'invité de ce soir. Time Sport. The Special One. Eh oui, Alioum Saïdou, bonsoir, international camerounais. Comment allez-vous, Alioum? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, ça va. Qualification oblige du Cameroun, justement, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Burkina-Sénégal, ça se jouera ce mercredi 2 février à 20h et le Cameroun-Égypte jeudi 3 février à 20h. Une belle Coupe d'Afrique des Nations et c'est vrai qu'on a vu quand même des petits poussés sortir leur nez de l'eau, quoi. Oui, c'est comme ça qu'on peut le dire. C'est vrai, on a vu ces sélections faire du mal à ces grandes sélections du football africain, si je peux me permettre. Alioum.
Non, mais c'est intéressant dans la mesure où ce qui est satisfaisant dans tout ça, c'est comme vous avez dit, hein, qu'on a vu des petits poussés. Oui. Comme les Comores, bon, le Burkina, c'est pas une petite poussée. Mais bon, après, derrière, on a vu des belles équipes quand même. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est le jeu que les équipes africaines, ces petits poussés-là, sont en train de pousser aujourd'hui. C'est-à-dire, on a vu des équipes qui ont de fonds de jeu, qui n'était pas le cas par le passé. Oui. Dans des projets de jeu qu'on a pu voir avec des équipes comme le Comore. C'est vrai, les Comores. Voilà, qui a vraiment sélection Comore. Oui. Qui sont sortis vraiment de cette compétition avec la tête haute, que tout le monde a vu. Mais bon, malgré cela, bon, on savait quand même que c'est le Cameroun quand même qui était en face. Bon, mis à part le Comore, on a eu beaucoup d'autres équipes. Oui. Donc, je finirai par dire la grosse déception, c'est juste au niveau de l'Algérie, qui n'a pas su peut-être entrer dans sa compétition. Après, c'est vrai qu'au niveau de cette CAN, il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses qu'on doit dire concernant. Alors. Je sais pas, oui. Oui, dites-nous. On vous écoute. Oui. Alioum. Peut-être il y a aussi je parlerai au niveau des pelouses parce que j'entends parler trop des pelouses. Mais c'est vrai, ils ont parlé. On va vous avoir là. Ouais. Donc bon, il y a bien vrai quand même qu'il y a des pelouses qui laissent quand même à désirer comparé aux d'autres, parce que je pense que le problème quand même venait peut-être de la CAF, où la CAF c'est juste ils se sont attardés beaucoup plus sur la finition du stade que sur la base qui était le terrain, donc qui était la pelouse. Donc aujourd'hui on constate quand même ces dégâts qui n'ont pas favorisé des équipes comme l'Algérie, je veux dire, et puis beaucoup d'autres. Une réaction avec Hervé. On t'écoute, Hervé. Oui, bonsoir. J'avais une question à vous poser. À l'aube de cette Coupe d'Afrique des Nations, on nous avait promis que ce serait l'une des plus belles CAN des dernières années. Et il faut constater que cette CAN, elle laisse quand même beaucoup à désirer. Est-ce que vous comprenez les critiques qui s'abattent sur l'organisation autour de la CAN? Après, moi je dirais ceci, c'est-à-dire c'est vrai qu'il n'est pas évident aussi, dans la mesure où il faut quand même se dire les vérités. Hein? On est d'accord que c'est la première fois qu'on assiste à une Coupe d'Afrique avec 24 clubs. Et le Cameroun, c'est un pays qui n'a pas organisé une CAN. Ça fait plus de, je sais pas, la dernière CAN, c'est en 1972. Ce qui n'est pas évident pour un pays comme le Cameroun. Bon, c'est vrai que c'est une grande nation de football. Normalement, on devait être prêt à tout ça. On devait être préparé à tout ça. Mais bon, moi, je me dis, c'est ces circonstances-là qui ont fait au fait qu'il y a eu tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et qui sont les fautifs, selon vous? Les fautifs, moi je dirais, c'est la CAF. Bon, jusqu'à présent, quand même, il faut pas aussi dire, c'est pas parce que des équipes, on a vu des équipes, malgré les terrains, qui sont en train de produire quand même de bons jeux. Pour moi, c'est comme je vous ai dit aujourd'hui, il faut pas oublier aussi que ces équipes africaines aujourd'hui, elles ont évolué. Elles ont évolué même au niveau du jeu. Nous les voyons très bien. Bon, dire que le Cameroun, elle n'a pas été prête à 100% aussi, c'est pas la vérité aussi, parce qu'il y a eu de bonnes choses aussi quand même au niveau de la CAN. C'est ce qu'on est en train de faire, de voir. C'est vrai que les matchs de premier tour n'ont pas été, mais à partir des huitièmes de finale, on commence quand même à voir vraiment ça ressemble à une CAN quand même. On est d'accord. André, on poursuit avec notre ami. Je voulais vous écouter justement sur la partie sportive. Donc jeudi prochain, les demi-finales, donc le Cameroun face à l'Égypte. Est-ce que une défaite serait-elle mal vécue du côté du Cameroun, ou le fait d'être arrivé dans le dernier carré est déjà en soi une performance aussi pour le Cameroun? On pourrait se contenter d'être dans le dernier carré? Non, mais il faut pas oublier aussi que le dernier carré aujourd'hui qu'on est en train de voir, ils sont pas arrivés là quand même par hasard. D'autant plus que si je me rappelle bien,
Il y a 3 équipes qui ont participé à la demi-finale. Je pense à la demi-finale de 2017 au Gabon, à savoir Burkina Faso, l'Égypte et le Cameroun. Et le Sénégal qui a été aussi en 2019. Le dernier finaliste, c'était le Sénégal. On est d'accord. Donc ces derniers carrés qu'on est en train de voir aujourd'hui, et c'est des gens qui ont quand même l'habitude d'être là. Donc il y a aussi l'expérience qui a joué, parce que même si avec les reculs on voit le match d'hier entre l'Égypte et le Maroc, on voit vraiment que c'est l'expérience qui a joué au dépens de l'Égypte. Donc concernant le Cameroun, le fait d'être là, c'est pas le fait d'être là qui est intéressant. Il faut vraiment le remporter, parce qu'on a été non seulement le pays organisateur, et je trouve que le Cameroun, comparé à ces premiers matchs qu'ils ont joués, aujourd'hui il y a de l'évolution quand même. Ils commencent à se lâcher sur le terrain, c'est ce qu'on est en train de voir. Ouais. Bon, peut-être c'était dû aussi au fait qu'au départ, le système que l'entraîneur a mis en place, je parle de la tactique qu'il a mis en place, il ne mettait pas bien le joueur dans des bonnes conditions. On l'a vu par exemple sur le dernier match contre la Gambie, où il a joué avec sur le 4-3-3, où vraiment on a vu vraiment la qualité de l'équipe du Cameroun. Donc forcément, pour moi, je trouve que le Cameroun, mais en ces moments, ils ont relancé leur gagne. Un grand merci. Alioum Saïdou, un pronostic peut-être pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, selon vous, champion? Non, mais c'est dommage. C'est dommage. J'aurais souhaité que ce soit l'Égypte et le Cameroun. Ouais. Mais bon, les deux, ils se croisent, ils vont jouer ensemble en demi-finale. Aïe. Bon, au niveau pronostic, ouais. Moi, je suis partant pour le Cameroun. Hein. Ouais, le Cameroun. Un grand merci. Alioum Saïdou, ancien international camerounais, aussi passé par la Turquie, champion de Turquie avec Galatasaray, on tient à le rappeler. Merci, on poursuit cette émission avec le Sénégal. Time Sport, la troisième mi-temps. Ah oui, le Sénégal, ça le fait. Ils sont qualifiés du côté de Yaoundé pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. 3-1 en battant la Guinée équatoriale. Hervé, ça le fait sourire. Yazid, justement, ils sont là, ils sont toujours présents. Eux, les Sénégalais. Toujours, avec un Mané un peu plus étincelant que d'habitude, j'ai envie de dire. On va pas dire étincelant, mais un peu meilleur. Hein. Peut-être que le coup qu'il a pris à la tête, hein, ça l'a fait réfléchir un petit peu, je sais pas. Mais oui, effectivement, Sénégal, ça joue beaucoup mieux. Et comme j'entendais tout à l'heure, ça vaut un peu le jeu de l'Algérie. Je suis désolé, Yacine, hein, mais ouais. Voilà, il remonte au niveau quand même. Après, c'est pas, c'est quand même le plus gros effectif de la Coupe d'Afrique des Nations, hein, le Sénégal. Hein, tu as regardé le match contre le Yacine. Ouais, j'ai regardé. Oui. À aucun moment ils ont dominé le match. Ils n'ont pas dominé, mais c'est toujours Mané. Hein. Il y a fait une faute d'arbitrage. Ils ont développé un meilleur football. Ils avaient. Ben oui. Ah, mais je peux pas regarder ça parce que si je m'arrête sur ça à chaque fois, moi je préfère passer à côté. Le Sénégal n'a jamais été bon. Ils ont marqué sur comme ça a été le cas pour les Mané, sur des éclairs de Mané. Voilà. Avec comme les éclairs. L'équipe de la comme les éclairs de Salah. Fatigués. Voir au bout de ils ont pas l'habitude de jouer à ce niveau-là. Ouais. Ils n'ont pas la profondeur de banc, mais sur le plan de la mise en place tactique, l'entraîneur, pour moi c'est le meilleur entraîneur de cette CAN. Il a mis en place un dispositif, mais franchement, quand on voit le ballon sortir, la qualité, comment les joueurs de la Guinée équatoriale sortaient le ballon. Mais c'est ce qu'on. Alors tu m'excuses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que finalement les petites équipes ont plus de plans de jeu. On a l'impression qu'il y a plus de fonds de jeu dans les petites équipes, qu'elles ont mieux préparé leur coup, et que les grosses équipes se reposent un peu sur leurs stars. Et la réalité, c'est que le Sénégal est l'équipe qui a le plus de stars. Quand on voit cette équipe sur le papier, franchement, il n'y a aucun point faible. Elle est vraiment impressionnante. Ce qui a souvent fait défaut, parfois en tout cas, aux équipes africaines, les gardiens de but, les défenseurs, là pour le coup il y a une assise défensive qui est très très forte avec des joueurs de. Ça a toujours été un réservoir énorme de gardiens de but. Alors, pas forcément d'accord avec ça. C'était une dizaine de gardiens de très très haut niveau. Bon, moi j'ai pas forcément cette vision-là, mais il n'a pas cette vision.
Je l'ai pas non plus. Tu parlais des éclairs de Mané, il y en a pas trop eu depuis le début. Et là, quand je parle d'étincelles, c'est plus des étincelles en fait. Il fait des étincelles de temps en temps. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, bah écoute, c'est les grandes équipes, elles se reposent sur ces joueurs-là. Pour ça que la dernière fois, on avait dit, et qu'est-ce que ça donnerait sans Mané? Voilà. Ouais, mais alors la différence, c'est que je trouve que le Sénégal, comme le socle est beaucoup plus dense, il n'y a pas de point faible. Tous les joueurs, et même sur le banc, il y a des bons joueurs à tous les postes. Bah finalement, Mané, il est plus tranquille pour faire des étincelles. Alors que si tu mets un joueur plus esselé, il va avoir tendance à surjouer. Il n'a pas besoin d'aller au-delà de son cadre. Il doit jouer dans son cadre de jeu. Donc finalement, il est bien. Il sait que derrière, le boulot sera fait, que tu as un patron de défense qui est extraordinaire, que tu as un gardien qui est top niveau mondial, qu'au milieu, tu as quand même une paire de récupérateurs. Franchement, c'est du haut niveau. Bon, cette équipe-là, elle est taillée pour la route. Et si ça se jouait pas au Cameroun, pour moi, ça serait l'immense favori. La réalité, c'est comme ça au Cameroun. À aucun moment, ils ont pris le dessus sur les. Oui, mais ils n'ont jamais été en danger non plus. Ils ont joué avec vraiment, ils étaient tranquilles. Il a bien joué son coup pour une fois à Aliou Cissé. Peut-être qu'il a fait le bon choix. C'est là, il a procédé par les contres. Et c'est là où il a déstabilisé l'équipe il aura laissé le jeu, il les a laissés venir. Et sur des. Mais on avait quand même l'impression qu'il pouvait passer un cap. D'ailleurs, quand ils égalisent. Kouyaté, il a marqué le deuxième. Quand la Guinée égalise, tout de suite on se dit, allez, ils vont passer. Ils sont capables de passer la deuxième très vite. Ils en avaient soufflé. C'est entre c'est. Aucune contestation. Il y a quand même un point positif et un point négatif. C'est vrai que le début du Sénégal est quand même assez poussif. En face des poules, ça a été ric-rac avec deux matchs à 0-0. Donc c'était pas terrible. C'est vrai qu'en quart et en huitième et en quart, ils ont fait un meilleur résultat. Le point positif. Tu parlais des Mané, je crois que tu as tout à fait raison, comme on parlait des Salah avec l'Égypte. Mais surtout, là, on a vu tout de suite, à peine 10 minutes après l'égalisation, ils ont été capables d'enchaîner parce que les deux buts sont arrivés pratiquement. C'est ça que je te dis, ils en avaient sous le pied. Dans la foulée. Ils jouaient avec c'est là où on commence à retrouver peut-être un Sénégal poussif, comme je disais, mais le Sénégal qu'on attendait. J'espère que qu'est-ce qui a été après faut qu'il fasse attention. Relance. Oui, je pense après, il faut qu'il fasse attention à pas non plus à pas jouer trop tranquille, et c'est peut-être il joue trop facile le Sénégal cette année en se disant qu'ils ont de la réserve. Si il joue comme ça face à l'Égypte, l'Égypte ou le peu importe. Ils vont jouer contre le Burkina. Mais même en finale, il y a un moment donné, ils peuvent se retrouver menés 2-0, ça sera un peu tard pour se mettre à se réveiller, c'est tout. Hervé et Yazid. C'est une question que j'avais plutôt avant la pause. Mais est-ce que tu penses que ce match en quart de finale contre la Guinée va leur servir un peu de match charnière, un peu pour être un peu caricatural? Moi, je pense que globalement, tu peux avoir deux effets. Le premier effet, c'est de se dire, on a joué un peu léger, on aurait pu se faire peur, et finalement on a gagné. Bon, on fera attention la prochaine fois. Tu peux aussi avoir un effet malsain en disant, regardez, ils nous ont jamais mis en danger. On a marqué, ils sont revenus, tout de suite on en aura mis 2. Ça peut aussi nourrir un complexe de supériorité en se disant, dès qu'on veut, on marque. Alors, c'est un peu aurait pu marquer. Mais il n'empêche qu'ils ont été égalisés 8 minutes. Alors au niveau de ces équipes qui comptent sur un joueur assez souvent, quand tu as 10 joueurs qui comptent sur un joueur mentalement, en fait, je veux dire inconsciemment, ils ont tendance à mettre moins le pied, à donner moins d'efforts, et c'est pour ça que là t'as Mané, mais t'as aussi Bamba Dieng si Mané va mal, mais là on a vu quand t'as le meilleur joueur qui est en feu, c'est bon, l'équipe peut gagner, parce que Coupe d'Afrique c'est comme ça, t'as pas une autre équipe qui va développer du jeu. C'est que le malheur du Sénégal, c'est que Bamba Dieng ne joue pas à son poste. C'est qu'un joueur comme Kouyaté, dès qu'il est rentré, il a vraiment stabilisé le milieu de terrain, et c'est là où on a vu un Sénégal beaucoup plus entreprenant. Je pense que les choix d'Aliou Cissé sont loin d'être. Oui, mais après c'est la CAN, c'est beaucoup de transcendance pour le pays, c'est beaucoup de mental, ça. C'est pour ça qu'on a vu des petites équipes battre des grandes. C'est tout ce qu'on donne. Il y a quand même des chiffres qui n'y trompent pas. Dans ce match, la possession était plutôt de la Guinée. C'était pas. Mais qui a tiré le plus? C'était le Sénégal. Qui a cadré mieux? C'est le Sénégal. Qui a lancé plus de corners? C'est le Sénégal. Et ça, c'est aussi là, c'est là où on voit le fond de jeu du Sénégal, c'est-à-dire cette capacité à être mené au niveau de la possession de ballon, mais à contrôler le jeu. Alors, je suis d'accord avec Louis-Marie sur le fait qu'il faut faire très attention, parce que là, ils se retrouvent en demi-finale, mais ils peuvent se faire piéger à n'importe quel moment. C'est le dispositif là où ils sont le plus forts. Carrément. Ah oui, quand ils jouent,
Ils ont l'effectif pour jouer le compte. Mais après, pour rebondir sur ce que disait Yacine, sur le fait que c'est Kouyaté qui a fait la différence, que c'est peut-être les entrants qui faisaient la différence, je trouve que c'est un peu le lot de toutes les grandes compétitions, finalement. Les nations arrivent avec des certitudes, avec des effectifs, et finalement, au cours de la compétition, il y a aussi la dynamique de l'homme en forme qui se révèle. On a tous connu ça. On se souvient de France 98, petit, il ne commence pas en titulaire, il n'est pas indiscutable au début de la compétition, et puis c'est le meilleur joueur de la compétition côté français. Et sans remonter aussi loin, c'est toujours comme ça. Donc peut-être que finalement, le titulaire de début de compète, c'est pas forcément celui qui va la finir et la terminer. Donc je suis pas surpris, surtout dans ces dispositifs où ça se joue en hiver et que c'est compliqué d'arriver en forme. Allez, la dernière pause avant de revenir avec la Coupe de France et aussi le mercato hivernal. À de suite. Time Foot revient dans un instant. 20h, 21h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et oui, n'oubliez pas, 22h à la réalisation avec Giovanni et Vanessa qui arrivent à grands pas sur l'antenne de Beurre FM. On est toujours là pour la dernière partie de cette émission avec Yacine, Yazid qui est avec nous, Louis-Marie, Juan José et Hervé. Alors on va s'attarder sur le football français. Time Sport. Le duel. Ah là là, sacré duel. PSG Nice peut-être. Eh oui, en Coupe de France ce soir. Pour le dernier jour de ce mois de janvier, ça fait sourire Yazid, Yazid, Juan José, ou encore peut-être des surprises dans cette Coupe de France, mis à part le mercato qui arrive à sa fin. Alors moi j'adore la Coupe de France. Alors, la Coupe de... Pourquoi ? Parce que c'est un truc qu'on ne voit qu'en France. Aussi. Je vois qu'il y a encore 4 équipes qui sont ou des nationales ou des D2 à ce niveau des compétitions, vous jamais nulle part. En Espagne, c'est impossible de voir ça. Impossible. Déjà parce que c'est impossible. Mais en Espagne, les premiers tours sont un match aller-retour, il me semble. Non, maintenant, depuis 2-3 ans, ça se joue à un seul match et depuis la saison dernière. Bon, c'est lui qui est le moins bien classé ou la catégorie inférieure. Mais il fait beau chez vous l'hiver. Mais c'est vrai que c'est des bourbiers. Voir 2 équipes des nationales, c'est vrai. À ces stades de la compétition. Ça, c'est incroyable. Ça prouve la force du mental. Le mental. Prennent au sérieux la Coupe de France. Pourrait-on se poser la question? Pourquoi pas? Mais ce soir, Nice, PSG. Je fais bien de le dire. Ça sera un duel de 2 grands clubs français. Oui, c'est pour toi alors. Ouais, c'est vrai. Beaucoup d'absents. Tu sais pourquoi Nice devient un grand club français? Ouais. Il vient de recruter un 5e joueur franco-algérien. Ouais. Et on en avait parlé ici. Je me demandais, Bilal Brahimi. Ouais, c'est vrai. Si on avait parlé, sur Shoot Africa. Et des gens, les pseudo-connaisseurs de football. Mais là, il est à Brest. Il est arrivé à Angers il y a 3 mois. Et là, il vient de partir pour 7,5 millions d'euros à Nice. Ouais. Mais là, on nous annonce, comme Juan José l'a dit. Que Bilal Brahimi, dans 6 mois, il sera où? Il signe au Real. Au Real? Pourquoi pas? Et ça le fait rire à RB. Mais il aime bien il va le voir sur le terrain. Ouais. Alors, et au mois de mars, j'espère qu'il sera Coupe de France, Yacine. Coupe de France avec le Marie et les surprises. C'est vrai. Versailles, on n'oublie pas, Yacine. Moi, je pense que le problème que soulevait Juan José, c'est que les premiers tours de la Coupe de France, il y a 2 tours qui se passent en janvier. Et en janvier, il y a beaucoup de clubs qui sont en train de préparer la suite, qui sont en train de préparer le mercato, qui jouent leur maintien, qui ont d'autres préoccupations que jouer la Coupe de France. Qu'en plus, il fait froid chez nous, on n'est pas en Espagne malheureusement, et donc c'est pas les mêmes terrains et que quand tu vas jouer sur une D4, c'est compliqué. Donc je pense que c'est propice à ces surprises et que les clubs commencent à la prendre au sérieux à partir du moment où elle sort de mois de janvier, quand on arrive en février, mars, quand on arrive en quart, quoi. Il est d'accord avec toi, Yacine. Ils s'en fichent un peu, les mecs. Ah ouais, carrément. Ouais, il a joué c'était quand même pas la Coupe de la Ligue à l'époque. Mais là, on est allez, et pourquoi? Tu es d'accord avec le Marais, oui. Versailles-Toulouse. Eh ben, Toulouse, se jouer en nocturne. Oui. Soi-disant, les lumières. Il a été les lumières. Soi-disant. Ouais. Ils sont pas équipés pour jouer le soir. Ça dérange le sommeil des rois de France. Yacine. Et ils leur ont dit, vous allez jouer à Toulouse. Et tant mieux pour les Versaillais. Ils se sont qualifiés. C'est pas mal ça. Non, vraiment, c'est pas mal. Il faut juste le rappeler que Versailles est un club avec un budget, je crois, de 300 ou 400 000 euros. Mais voilà, on oublie que le directeur général de Versailles a annoncé un joueur, Jean-Luc Arrivard, qui connaît très bien le football, qui est un manager. Toulouse, Oui, voilà, donc c'est vraiment, il y a une structure à Versailles qui n'existe peut-être pas dans d'autres clubs de la même catégorie. Donc Versailles, ce n'est pas non plus n'importe quel club. Ils ont bien travaillé, ils se sont donné les moyens, ça fait 4-5 ans qu'ils travaillent, ils sont en train de vraiment bien structurer, et c'est mieux s'ils arrivent, s'ils remontent
s'ils arrivent à monter au national. On avait reçu Monsieur Haribar dans cette émission. C'est juste, c'est très bien, et c'est très bien pour le football français, le football de l'Île-de-France. Oui, aussi. Ce football francilien. Niveau élevé, on pourra garder beaucoup de joueurs. Non, mais quand... en Île-de-France. Alors, Louis-Marie et Yazid. Si on parle de Bergerac qui va à Saint-Etienne, Saint-Etienne, ils ont autre chose à penser. Ils sont fous. Saint-Etienne, quand même. C'est ce que je disais. Saint-Etienne, ils ont autre chose à penser. En ce moment, ils essayent de se sauver. Ils ont d'autres problématiques que s'interroger avec le limite, ils sont contents de sortir. Saint-Etienne, c'est Duprat. Saint-Etienne. Alors Yazid, on écoute Yazid. Saint-Etienne, c'est Duprat. Et quand Duprat, il demande à une équipe de Ligue 1 de lâcher, il dit, quand je leur demande de lâcher le ballon, il faut qu'ils lâchent le ballon. Tu joues face à une équipe de N2 et tu dois lâcher le ballon. Non, mais il y a un moment aussi, c'est un peu comme Vaïd, c'est des coachs à l'ancienne, qui misent tous sur la guerre. Et voilà. Après, on parle surtout, moi j'ai envie de parler surtout des équipes qui ont gagné parce que vas-y, on en parle. Il y a eu des super surprises. Et qu'est-ce que j'aime moi dans la Coupe de France, c'est que c'est la preuve que une petite équipe elle peut battre une grande. Donc sur un temps donné, 90 minutes en tout cas, une petite équipe peut être plus forte qu'une grande. Pourquoi ? Parce que celle qui gagne, ça c'est vraiment la preuve, c'est que l'équipe qui gagne, c'est pas l'équipe qui est la meilleure, c'est l'équipe qui est la plus concentrée, celle qui prend le moment présent. Et plus tu fais douter l'adversaire qui est fort, et plus lui va douter, il va se mettre à ton niveau en se disant comment ça se fait que j'arrive pas à le battre. Donc en gros il se compare à toi. Donc il est mort là déjà. Et s'il a pas un éclair, un moment où il reprend le dessus, ces équipes-là, elles ont tout à perdre parce que c'est. Et puis attends, tu m'as dit tout à l'heure, José, tu disais que ça arrive en France et pas en Espagne. Alors en France, il y a une mentalité assez spéciale. Nous, on a peur de l'humiliation, on a énormément peur de l'humiliation. Et puis il y a autre chose, c'est que les petits clubs en France, ils sont portés par notre mentalité de on aime bien que le petit batte le grand. C'est un peu ça aussi, donc c'est Astérix, hein. Donc voilà. Donc moi j'aime bien la Coupe de France, hein. C'est sympa et j'espère qu'ils vont aller encore plus loin. Mais pourquoi pas, c'est vrai. Bilal, tout à l'heure tu m'as demandé de m'exprimer. Ouais, vas-y. Honnêtement, je ressens pas spécialement un engouement pour cette compétition. Pour moi, cette compétition, elle a perdu un peu en éclat. La Coupe du Monde, tu ressens rien. Non, Bilal, s'il te plaît. Quoi, c'est la vérité. N'allons pas sur ce terrain-là. Non, je te dis juste que personnellement, comme beaucoup d'observateurs et comme beaucoup d'amoureux du football, je ne ressens pas particulièrement d'excitation ni d'engouement particulier pour cette Coupe de France. Voilà. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est des matchs qui ne nous intéressent pas spécialement, des matchs au mois de janvier, dans des terrains avec. Mais déjà, on parle d'une compétition qui n'est plus télévisée en clair. Exactement. Il y a quand même un vrai problème. Non, pas télévisée en clair. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Sur Eurosport, on la voit. Ouais, d'accord, en clair. Eurosport. Mais en clair, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas sur les chaînes françaises. C'est vrai. Vous comprenez qu'on ne voit que. Mais il a raison. Tu peux voir la Coupe du roi espagnole en clair en France. Merci, José. Vous n'avez pas le droit de voir en clair la Coupe de France. C'est alors. Comment alors? Absurde. C'est absurde. Comme avant. Ça revient. Ils ont vendu le droit. Ça ne devrait pas être une histoire d'argent. Ça devrait être parce que finalement la Coupe de France ne donne pas assez d'argent. On voit bien que c'est un mauvais calcul, Yacine, parce que ça ne donne pas assez d'argent pour que ça intéresse les clubs. Donc l'aspect financier ne devrait pas être privilégié. Et il y a un moment donné, si tu veux créer de l'engouement, c'est justement le moment de faire venir du public pour regarder des matchs différents et avec des petites équipes et d'avoir de faire quelque chose de populaire. La Coupe de France, on la voit plus sur les chaînes hertziennes, donc tout le monde s'en fout. Bilal, alors, il faut bien vendre la Coupe de France. Mais il faut la rendre accessible à tous, Yacine, quand même. C'est vrai. Il a pas tort. Plus d'argent pour organiser cette compétition. Autant trouver de l'argent. Elle a été très mal vendue. Elle n'a pas été achetée très cher. Très mal ou pas vendue. Le problème, les gens peuvent acheter justement. S'il y a un engouement pour cette équipe, pour cette Coupe de France, alors il faut acheter l'abonnement pendant les matchs. Non, Yacine, ça te fait sourire en plus quand il dit ça. Hervé. Première chose, en fait, il y a trois problématiques en fait autour de cette Coupe de France. La première chose, c'est qu'elle a perdu en attractivité. Du coup, t'as aucun diffuseur qui est prêt à mettre les sous pour retransmettre la Coupe de France. Elle a été malmenée. Un coup, c'était sur France Télévisions. Après, c'est passé chez Eurosport. T'as l'impression que tu sais un peu la patate chaude que tous les diffuseurs veulent un peu se rejeter, se débarrasser. Deuxièmement, le calendrier FIFA, il est surchargé. Donc, du coup, la plupart des équipes abordent un peu avec dilettantisme, un peu avec nonchalance la Coupe de France. Comme le disait, je crois, Louis-Marie, les clubs de Ligue 1 commencent véritablement à jouer la Coupe de France qu'à partir des quarts de finale. Les premiers tours, ils le jouent vraiment un peu à reculons, tu vois. Et la troisième chose, encore une fois, c'est mal placé en fait. Alors, c'est placé dans une. C'est le football amateur qui trinque. Non mais c'est placé dans une période de la saison
un peu où on est plus un peu dans une période de gestion. On est un peu en train de préparer le sprint final, le mois de mars, le mois d'avril, pour les équipes qui jouent les compétitions européennes. Donc, je pense que le fait que, je vais te laisser la parole dans 10 secondes, le fait que la Coupe de France soit placée au début de l'année civile, je pense que c'est pas non plus lui faire une faveur. Et Hervé a oublié juste une chose. Ouais. Alors c'est quoi? C'est tout à fait juste ce qu'il vient de dire. Bien sûr. Intéressant. Mais il a aussi oublié que depuis 10 ans, il y a qu'un club qui la gagne. Et qu'à un moment, avant la Coupe de France, c'était un vrai ticket pour la Coupe d'Europe, pour les clubs. Alors qu'aujourd'hui, même les clubs de Ligue 1 n'y croient même plus parce que le PSG la joue très sérieusement et ne la laisse quasiment jamais. Donc quand vous êtes avant, les clubs qui allaient la gagner, c'était qui essayaient de la gagner? Des Sainté, des Bordeaux, des clubs comme ça qui disaient. Il y a même des petits clubs, des Calais. Par ces coupes européennes. Calais, c'est pas mal Calais. Par ces coupes-là, on peut aller en Coupe d'Europe. Maintenant, c'est terminé. On peut aller gagner un trophée. Le palmarès c'est ouvert. Maintenant, le PSG la prend tous les ans. T'as quasiment plus aucune. C'est fermé. Pas trop c'est. La coupe. Alors. Interdire le PSG de la Coupe de France. Arrête un peu, Yacine. Mais non, Yacine, tu peux pas. Quand on l'a gagné 10 fois de suite, il faut interdire la Coupe de France. Ah bah non. Justement, parce que parfois j'ai le sentiment que là vous êtes des nombrilistes, mais pas. Ah ben, vas-y. La Coupe de France se joue en même temps en Espagne, aux mêmes dates. Bah, là, nous, on a 8 équipes des premières divisions qui sont en quart. 8 équipes des premières divisions. Parmi eux, le Real Madrid, il y a Bilbao, il y a Betis, qui est 3e de la Liga, il y a le Real Sociedad. Il y a Valence. Aux mêmes dates. Alors, t'as les mêmes compétitions. Mais la compétition, elle est mise en valeur. Ils ont une vraie chance de la gagner. Aujourd'hui, tu es un club de Ligue 1 et à tort. Et c'est notre mentalité. Et c'est ce que disait très bien Yazid tout à l'heure. Bien sûr, la mentalité française. Alors, c'est une question de culture. On est un petit peu calculateur. Pour ça qu'on on joue pas à fond. On est toujours en train de regarder le match suivant au lieu de jouer celui-là. Ouais. C'est un peu ce qui se passe beaucoup en Ligue 1. On est toujours en train de regarder ce qui va se passer. Alors, Bilal, on peut pas jouer pour je vous pose une question. Est-ce que c'est étonnant de voir les grands clubs de Ligue 1 ne pas aborder la Coupe de France avec sérieux quand ils jouent même pas l'Europa League avec motivation? À un moment donné, il faut arrêter de déconner. C'est déjà l'Europa League. Ils la jouent avec nonchalance. C'est pas la Coupe de France qui vont la prendre au sérieux. Donc la faute, c'est au patron du football français. C'est au patron des clubs français. La Fédération française de football, selon toi. Alors, tu ne vas pas la jouer à fond. Moi, je vois pas les clubs français. Et les clubs ils ont devant les clubs espagnols, les clubs anglais. Des petites réactions, Yacine, avant de parler du mercato hivernal. On a Mourad qui nous dit, c'est plus la Coupe de France, c'est la Coupe de Paris, voire la Coupe de Saint-Denis. Voilà. Exactement. Pour répondre. Il a le mari, je sais pas. On a Loïc et Samia, sans oublier Karima et Nassera, qui sont tout à fait d'accord avec toi, Yazid. Voilà, ça c'est pour les petites réactions sur cette émission qui est Tam Foot. T'as pas d'avis? Non, moi j'aime bien la Coupe de France. Ok, d'accord. Ouais. Et aussi ces petits clubs. Moi, ça me fait plaisir que Versailles arrive encore. Non, vraiment. Versailles n'est pas loin de Saint-Germain-en-Laye. Il faut saluer le travail de Youssef. Alors, on salue le travail de. Il faut saluer je crois que tu es d'accord avec moi, Yacine, le travail de Youssef Chibi qui est à Versailles. Yacine aussi le connaît. Super. Merci de lui. Il faut en parler quand même. Voilà. Youssef, de lui rendre passons le bonsoir. Le mérite qu'il mérite beaucoup d'éloges. Alors, depuis longtemps. Achille nous annonce. Bon, c'est Achille, moi aussi, même pas mal de bookmakers. Aubameyang au Barça. Donc, là, on est en train de confirmer. Apparemment, c'est Skype, qui annonce qu'il est au Barça parce que il y a à peine une heure, c'était pas sûr que ça puisse se faire. Si Aubameyang vient au Barça, le Barça va avoir quand même un problème. Alors lequel, Juan José? Vas-y. Tout simplement, vous savez que l'UEFA ne permet que 3 incorporations au mercato d'hiver. Les 3 incorporations du Barça pour l'instant, c'est Alves, c'est Ferran Torres et c'est donc Adama Traoré qui est arrivé. Avec l'arrivée d'Aubameyang, il va falloir c'est pour jouer la Coupe de l'UEFA, voilà, c'est l'Europa League. Mais c'est un cas très particulier. C'est pas la Ligue des Champions qui joue cette année. Et donc apparemment c'est confirmé, c'est les Anglais qui le disent. C'est ça. On attend l'information du côté de Barcelone, d'autant plus que le départ de Dembélé était entre guillemets obligatoire parce alors à Paris dégagé non parce que apparemment le PSG a aussi des problème, il a besoin de vendre avant d'acheter. Aussi, il y a pas mal de joueurs au PSG. Voilà comme le Real attend Mbappé selon Bild pour 50 millions, même si la famille d'Mbappé vient de démentir. Mais pour ils démentiront forcément. Le mari et Hervé. Pour ce qui est du mercato, alors le mercato, on est en plein dedans. C'est la fin. Ce mercato il devrait pas exister parce que c'est fondamental tu es sévère là. De pouvoir
complètement rectifier le tir quand on est en difficulté à la mi-saison. J'en prends pour preuve que là, quand je disais au début d'émission que ce mercato allait complètement rebattre les cartes en Ligue 1, je pense surtout à la lutte pour le maintien. On voit des équipes qui ont pu vraiment se renforcer, des grands clubs qui jouent le maintien. Je parle notamment de Bordeaux parce qu'ils ont fait un très très bon travail pendant ce mercato. Faut voir ce qui arrive. Guy Lavogui, c'est un super coup. Les Lyonnais, les Marseillais. Marcelo, bon, faudra voir, mais il y a 2 très bons jeunes qui arrivent. Le problème, c'est que des coups comme ça, Lorient n'est pas capable de les faire, Metz n'est pas capable de les faire. On en avait parlé avec Yazid. Et donc quelque part, ils ont pas les mêmes. Mais d'accord, mais donc, à un moment donné, t'as raté ton mercato d'été, t'es en difficulté, t'as une deuxième chance pour enterrer les petits clubs. Et c'est pas normal. Moi, je me sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand Monaco était en grande difficulté à la mi-saison, ils avaient changé 12 joueurs en recrutant plein de gros joueurs, des Fabregas il y a quelques années. Ils avaient complètement lancé la course au maintien, relancé leur championnat. Moi, je trouve ça injuste. Ça ne devrait pas exister, ce mercato d'hiver. Je suis complètement contre. Ah, il est contre. Bilal, moi, j'aimerais juste faire une remarque. C'est l'un des mercatos hivernaux les plus agités. Généralement, en hiver, t'as 2-3 opérations, mais ça bouge pas beaucoup. Là, cet hiver, ça part de tous les côtés. La Juve a recruté Vlahovic, ils ont recruté Zakaria. C'est pas mal. Tottenham recrute Betancourt et Kulusevski. Dembélé a été proposé à l'Europe entière. Il a même été proposé à Tottenham. Personne n'en veut. Le Barça recrute alors que on sait pertinemment qu'il se trouve dans un marasme financier, économique. Ils en parlaient, ils viennent de recruter Ferran, ils ont pris Adama et Aubameyang serait sur le point d'être comment dirais-je, en prêt jusqu'en juin 2022. Il faut parler du plus gros transfert en France pour le mercato. Romain Fèvre de Brest à Lyon. Aussi. On l'a vu sur les pages de Sud-Africa. Yacine, bien sûr. Et le transfert de Fujini à Mönchengladbach, alors que tout était OK. Cet après-midi, apparemment, c'est merci Yacine. La fin de cette émission. C'est bien dit. Une question, notamment sur Sud-Africa. Il y a une question que je me pose. Il y a beaucoup de clubs européens qui sont montés au créneau en disant qu'il fallait faire la Super League pour pouvoir remplir les caisses. Toi aussi. La question que je me pose, c'est si les mecs disent qu'ils n'ont pas d'argent, comment ils font pour faire toutes ces opérations au mois d'hiver? Ah ben je sais pas. C'est la question que on a pas on en a parlé, justement. Il y a un Français qui part en Espagne. Bon, c'était Martial qui partait à Séville, ça on le sait, mais il y a Rirodon qui est à 3, qui vient de signer jusqu'à la fin de saison avec Leganés en Espagne en D2. Ça c'est pas mal. Non vraiment, c'est pas mal. Yazid, un Français en D1 qui préfère jouer en D2. Belaïli, on en parlait de Belaïli. Je devais être ailleurs. Non, mais on en a parlé. Oui, on en a parlé rapidement. Il nous reste une minute. On a parlé de Belaïli à Brest. Ben oui. D'accord, j'étais ailleurs. Ok. Non, mais c'est une super nouvelle. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Encore un joueur algérien, Yacine. Ah, pour le grand plaisir de Yacine. Belaïli à Brest, c'est une super nouvelle pour Brest. Oui, pour Brest. Attends, on sait pas ce que ça va donner encore. Voilà. On attend. C'est ingérable. On attend. Merci Yacine. Rapidement. Même pas 10 secondes. 3 temps au-dessus de Romain Lefebvre. Ah ben ça, on verra bien. Romain Fèvre. Le mari. Merci Yacine, merci Louis-Marie, aussi Yazid. Un gros big up à toutes les mamans du monde, voilà. Et aussi Hervé, Juan Trocé de m'avoir accompagné. On se retrouve dès demain à partir de 20h. Retrouvez Time Foot tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Bleu.